Place à la chronique du soir. Nous retrouvons notre consultant politique Agapit Napoléon Maforitan. Bonsoir à vous. Bonsoir Ahmed, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Consultant médias et communications par ailleurs, expert électoral également. Nous parlons toujours de cette phase d'enregistrement des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Il y a toujours des partis politiques qui sont en attente d'enregistrement. Nous allons évoquer avec vous déjà dès l'entame de notre entretien du cas MPL, donc le mouvement populaire pour la libération qui s'est vu délivrer un refus d'enregistrement par la Sénat. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, le refus d'enregistrer une candidature, c'est-à-dire en d'autres termes, le rejet d'une candidature est prévu par l'article 42 du Code électoral. Donc, a priori, la Sénat a ses raisons et a motivé, exactement comme le législateur a prévu, donc c'est plutôt à l'article 43, oui, que le législateur a prévu que le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature est motivé. Donc, à l'article 43, le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature est motivé. Cela veut dire simplement que il est possible qu'une candidature ou qu'une liste de candidature soit rejetée. Et donc, la Sénat a refusé d'enregistrer au motif que le parti a déclaré plus de candidats, à déposer plus de dossiers qu'il n'en faut. Donc, la Sénat se trouve dans une situation où elle ne saurait pas où mettre les surplus. Puisqu'ils sont là, et s'ils occupent telle position, ce n'est pas le rôle de la Sénat de classer les candidatures. Bien. Alors donc, il y a peut-être deux attitudes possibles. La Sénat aurait pu garder sa candidature et demander au parti d'avoir 3 jours pour corriger, comme la Sénat le rejette. Mais en le faisant, la Sénat ouvre un contentieux qui doit pouvoir être réglé au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême, donc de la Cour suprême qui est l'institution de gestion de tous les contentieux liés aux élections communales. Très bien. D'ailleurs, les responsables donc, du mouvement populaire pour la libération voudraient bien emprunter cette issue-là parce qu'ils estiment que la loi est muette par rapport au surplus, alors que la loi est très claire par rapport au déficit de dossiers. Oui, c'est aussi simple que ça. Si donc ils sont dans la logique de la Sénat, parce que lorsque la loi est muette, chacun l'interprète comme bon lui semble. Donc, eux, ils ont interprété la loi comme bon leur semble. La Sénat a interprété la loi comme bon lui semble. Donc, quand c'est comme ça, il faut un juge pour trancher. Et le juge, c'est le juge suprême. En la matière, c'est la Cour suprême. Donc, oui, il n'y a pas de raison. Après, les autres interventions que M. Kologoni a sont, à mon avis, relèvent de l'excès politique. C'est-à-dire que, bon, de la dramatisation, on peut comprendre. Mais à partir du moment où il reconnaît que la loi est muette, ça veut dire que simplement que quand la loi est muette, l'interprétation aussi peut être muette. Elle peut être ouverte. Lorsque la loi est muette, l'interprétation est ouverte. Et donc, puisque l'interprétation est ouverte, il y a un juge qui tranche. Et quand le juge a tranché, c'est fini. Et c'est en matière de contentieux, c'est la Chambre des élections communales, c'est la Cour suprême, oui, qui gère ce contentieux. Et donc, la Cour suprême va être saisie. Il y a 15 jours pour donner sa décision. Donc, en la matière, il n'y a rien de grave, a priori. Maintenant, quand on dit oui, mais on voulait déjà nous sortir, ça fait longtemps, et qu'on ne veut pas que nous... Il y a des manœuvres tendant à... Il y a des manœuvres, mais est-ce que c'est les manœuvres qui ont fait que ce parti a déposé plus de listes qu'il n'en faut? C'est des manœuvres, l'arithmétique est quand même simple, ça s'apprend à la maternelle, au cours primaire. Et quand on vous dit que vous avez 3000, 630, c'est quand même pas 3680 et quelques. À mon avis, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous déclarez plus de candidats, vous voulez que la Sénat choisisse à votre place? Ils estiment par ailleurs que la Sénat pouvait les appeler amicalement pour pouvoir régler ce surplus. Enfin, la Sénat est libre de choisir ses amis ou d'avoir des amis ou de ne pas avoir des amis. À mon avis, l'expression, le vocable, dans l'adjectif amicalement, c'est un verbe amicalement intervient. Alors donc, à leur lecture des choses, moi je leur concède, ils ont le droit. Mais après, la Sénat est libre de ne pas vouloir gérer ça amicalement. La Sénat est libre de vouloir ouvrir un contentieux. Puisque la Sénat sait qu'il y a un organe au-dessus d'elle qui tranche. Mais qu'on aille voir l'organe au lieu de spéculer. Donc, en la matière, on ne doit pas, il ne faut pas qu'on embrouille le jeu.
Parce qu'il se déroule très bien. On n'a pas demandé à quelqu'un de déposer plus de listes. Les gens ont eu tout le temps qui voyagent maintenant sa mouture, on dit. Vous voulez participer aux élections, vous vous appropriez le code électoral, vous connaissez les règles du jeu, vous vous associez les services de conseil juridique et vous faites votre travail dans les règles de l'art. Donc, je pense que la Sénat, en voulant jouer amicalement, a laissé des partis, au-delà de l'heure d'enregistrement, déborder au lendemain. Et justement, et comment... donc a créé une situation qui aujourd'hui lui tombe dessus, où on dit oui voilà, cela participe des jeux pour nous écarter, alors que déjà la veille, le jour de la clôture, oui, à 0 heure, à minuit, hein, lorsque les 24 heures de la dernière journée du 11 ont échu, normalement tous les partis qui sont entrés dans l'enceinte de l'institution devraient être comme toi, devraient être devant un groupe, une équipe, qu'ils ont d'ailleurs tiré. Quand ils ont entré, un tirage au sort. Ils ont tiré au sort leur groupe, leur équipe. Mais après, ils ont disparu. Parce que, et bon, la Sénat était gentil. Bon papa, bon père de famille, institution compréhensible, a donné la latitude aux gens de disposer du temps. Et le président de la Sénat, hier, agacé, lui a donné un ultimatum. Et malgré l'ultimatum, les gens ont eu encore plus de temps. Mais dès lors, au moment où la Sénat constate maintenant que malgré tout ça, il y a des dossiers qui ne sont pas... La Sénat a pris sa décision. Est-ce qu'elle est dans le droit? Est-ce qu'elle n'est pas dans... Moi, je ne peux pas, le juriste ou le commentateur ou l'analyste ne peut pas aller plus que dans la mesure où il lui appartient. Il y a des dispositions de la Sénat qu'on aurait pu évoquer, du code électoral, qu'on pourrait évoquer. Mais il suffit qu'il y a un juge du contentieux. Donc, il faut laisser le juge du contentieux apprécier les éléments et décider. Donc, en la matière, ce cas de figure prévu par le code électoral, l'article 43 donc, du code amendé de 2019, et dès lors, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à mélanger, il n'y a pas à embrouiller les esprits, il y a à patienter et à suivre les procédures prescrites par le code pour pouvoir démêler le sujet des chevaux. Agapi Napoléon Maforican, comment expliquez-vous justement, jusqu'à l'heure où nous parlons, qu'il y ait encore de partis politiques qui continuent par se voir étudier leur dossier depuis, alors que l'échéance s'est passée depuis? Oui, effectivement, on pourrait peut-être s'inquiéter ou on pourrait se surprendre par cette situation. Parce que l'article 41 parlait notamment donc du récépissé provisoire, oui, qui est immédiatement délivré au déclarant. Hein, du récépissé, donc je parle de l'article 41 donc, du code, parlant du récépissé provisoire qui est immédiatement délivré au déclarant. Mais la Sénat a sa lecture de la procédure et a mis en place un dispositif. Si on veut lire, si on veut gérer ce volet littéralement, on pourrait dire, normalement, la Sénat contrôle est-ce que les dossiers sont au nombre, est-ce que ça fait les 3000 et quelques, est-ce que, quand c'est comme ça, la Sénat vous prend et vous donne les résultats provisoires, et puis prend le temps d'étudier maintenant des dossiers au fond, et vous saisissez des pièces à 8 jours pour ça, et dans les 8 jours, vous saisissez des pièces qui auraient manqué, des ci, des ça, et vous avez 72 heures, 3 jours donc pour corriger. Et ces 3 jours, vous ne pouvez pas déplacer les candidatures, vous ne pouvez pas en soutirer, vous ne pouvez que. Alors si on reste dans, vous ne pouvez pas en soutirer le surplus de. Et c'est là qu'il faut comprendre peut-être la position de la Sénat. Après, il appartient au juge du contentieux de gérer, mais vous ne pouvez plus soutirer, ni déplacer, en déposant plus de dossiers qu'il en faut. Vous créez une situation que la Sénat ne peut pas gérer. Parce que vous demandez à la Sénat de positionner à votre place les candidats au poste et de laisser les dossiers restants. Ou alors, si vous demandez, vous laissez que la Sénat vous l'appelle pour régler, là, dans quel cas de figure on se situe à ce niveau-là? Il n'y a pas ce cas, n'est pas prévu. Donc, il n'y a que le rejet en laissant la latitude au juge de contentieux de gérer. Dans le cas des autres, je pense qu'on relève de la procédure interne de la Sénat. Si la procédure n'est pas bonne, le juge de contentieux aura aussi l'occasion de le dire. Donc, en la matière, ma compréhension serait que, normalement, dès que les partis sont entrés, normalement, à partir de minuit, hein, on devrait leur faire injonction d'aller se déclarer. Et si à 1 heure, il y en a qui ne l'ont pas fait, il faut les faire sortir. Ou manu militari avec addition, normalement. Ça, c'est ma compréhension. Et ceux qui vont se déclarer, eux, ils y vont.
il faut comprendre si est-ce que le dossier sont au nombre. C'est la première, ça, il n'y a pas de raison. Le dossier doit être au nombre. On doit déposer au nombre le nombre attendu. Ça il n'y a pas de... Parce que le fait que vous ne pouvez pas soutirer, ni compléter, enfin, ni remplacer, ni substituer, vous oblige déjà à un minimum au départ. Après, est-ce que toutes les pièces sont à jour? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Là, c'est un autre problème. Et c'est le récépissé provisoire. Normalement, n'a pas tenu compte de ça. À mon avis, c'est le récépissé définitif qui devrait tenir compte de cela. Donc, normalement, le récépissé provisoire vous donne acte du fait que vous soyez là à temps, du fait que vous ayez déposé le nombre attendu du dossier, parce qu'après, vous n'aurez plus à substituer bien déplacé. Et maintenant, la Sénat vous donne 3 jours, éventuellement après, pour que vous puissiez compléter des pièces éventuellement manquantes, et des ratures, enfin, un certain nombre d'anomalies, vous pouvez les corriger à ce moment-là. Moi, c'est ma lecture, mais la Sénat a une autre lecture. Ça, comme je vous l'ai dit, en droit, l'interprétation est permise. Il se fait que lorsque les parties ne s'entendent pas, il y a le contentieux et il y a le juge du contentieux. Devrait-on craindre, comme vous avez commencé par le dire hier, à une guerre de communication entre la Sénat et les partis politiques? Absolument. Absolument, parce que quand vous écoutez M. Korogoné, il a commencé toutes les bons pour lui. Bon, il a déjà commencé par énumérer ses récriminations, les partis du pouvoir, leurs alliés, voilà, c'est que tout est mis en œuvre pour ne prendre que... Voilà, c'était évident. Je pense qu'on doit régler cette question si la Sénat avait procédé autrement. Absolument. Cette question aurait dû être réglée si la Sénat avait procédé autrement. Mais, comme je dis, la Sénat a sa lecture. Et qu'il lui appartient, de conduire. Après, il appartient également à la Sénat de communiquer. Pas de communiquer abusivement, pas de communiquer bruyamment, mais de communiquer de manière juste et d'expliquer ce qu'elle fait. Je pense que le président Tiando est habitué, c'est un habitué. Madame Bokanadjo, la vice-présidente chargée des questions électorales, justement, c'est des habitués de ce processus. Je pense qu'il faut qu'ils gardent leur sérénité, il ne faut pas qu'ils se laissent un peu déborder par la situation. Oui, la guerre de communication, nous y sommes, avec les réseaux sociaux, avec le principe citoyen, du journal citoyen, vous comprenez que nous sommes tous des producteurs d'informations. Il ne faut plus attendre les médias. Tout le monde produit la matière informative. Donc, dès lors, vous comprenez que la guerre, n'importe qui, toute personne qui se sent frustrée, elle saisit son clavier, enfin son Android, et puis, paf, il en envoie. Très bien. Et ça fait le tour. Avant de finir avec ce sujet rapide de Napoléon Mafori, est-ce que le résultat que nous avons avec certains partis qui continuent de se retrouver devant les équipes de la Sénat, est-ce que ce résultat est dû à une certaine insuffisance dans l'organisation, dans les préparatifs des dossiers au niveau des partis politiques? Oui, écoutez, je l'ai dit hier, préparer plus de 3000 dossiers, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, il faut le reconnaître. Pour des partis qui n'étaient pas déjà préparés à ce mode de fonctionnement. Avant, c'est des départements, les partis venaient des alliés. C'est des alliances. Et avant, vous n'étiez pas obligé d'avoir des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, il y avait, en termes des élections locales, qui mobilisent beaucoup d'acteurs, il faut le dire. C'est les élections qui mobilisent le plus de candidats, les élections communales. Donc, pour ce type d'élection, nos partis ne sont pas habitués à tant de déploiements, à tant de dossiers. Et les exigences du nouveau code électoral et de l'achat des partis politiques aidant, je pense que les partis qui ont retrouvé le dos au mur. C'est les partis qui ont une administration en place. Ici, on ne parle pas d'improvisation. On ne parle pas d'une affaire de pouvoir ou de contre-pouvoir. C'est une affaire d'organisation. Vous connaissez le nom. C'est un jeu d'arithmétique. Et c'est une pièce à un nom. Et le gouvernement a ouvert le jeu. Le gouvernement a permis à tout le monde d'avoir accès. Est-ce que ceux qui sont bloqués aujourd'hui, on peut dire, oui, à tel endroit, on m'a bloqué d'avoir un tel papier. Est-ce qu'on m'a bloqué? Donc, si les gens n'ont pas eu la présence d'esprit de mettre en place des équipes techniques de travail, d'anticiper, de prévoir, d'avancer plus tôt, et sont bloqués au dernier moment, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Nul ne peut se prévoir avec sa propre turpitude. Donc, c'est vrai, on peut dire que c'est difficile, ces élections, parce que ça mobilise plus de personnes, ça mobilise plus d'énergie, ça mobilise plus de moyens. Mais le gouvernement a évacué la question des moyens et des procédures. Les gens n'avaient qu'à alors vraiment faire leur travail. Alors en voulant aller aux élections,
Vous devez montrer que vous avez la latitude, vous avez la prestance, vous avez l'envergure nationale. Hein, avant, c'est des plaisantins qui se prennent, excusez-moi l'expression. Hein, avant, on a habitué à des plaisantins qui amusent la galerie en galvaudant le principe, la matière électorale, viennent perturber le jeu, et font feu de tout bois et après disparaître dans l'anonymat. Donc, mais il faut bien faire ça. C'est là que la réforme du système partisan et la réforme et justement le nouveau code électoral sont arrivés pour clarifier le jeu. Et là, avec ce qui se passe, on voit que le gouvernement a beau faciliter l'accès aux documents administratifs et alléger les procédures. Malgré ça, il y en a, on entend encore les discours qu'on vient d'entendre. Ça montre simplement que nous sommes dans une dynamique où certains ont du mal à se mettre à jour, ils ont du mal à se mettre en harmonie avec la loi. Et ça, il va falloir que nous travaillions pour être en harmonie avec la loi. Ça, c'est important de le dire et de le noter. Quand on fait un récapitulatif, c'est le Bloc républicain à son récépissé provisoire, l'Union progressiste à son récépissé provisoire, la Force Corée pour un Bénin émergent également à son récépissé provisoire. Ouais, FCBE. Oui, ça fait 3. On attend 9, donc ça fait... Il reste 6. Il y a un qui a une situation délicate. Oui. Espérons qu'il puisse trouver gain de cause à la Cour suprême. Pour moi, le principe, si on peut avoir les 9 aux élections, ce serait une très bonne chose. Ça, c'est très personnel. Après, il n'est pas dit qu'on doit avoir les 9. Si ceux qui auront répondu aux exigences de la loi doivent pouvoir être là. Très bien. Pour finir, avant de vous laisser partir, Monseigneur Isidore de Souza, on pense à lui parce que nous sommes 13 mars aujourd'hui. Oui, le samedi 13 mars 1999, effectivement en pleine phase, en pleine campagne. C'était le début d'ailleurs de la campagne pour les élections législatives de 99, les élections pour la 3e législature de l'Assemblée nationale. Donc, Monseigneur de Souza rendait l'âme en allant lui-même à une messe de requiem à Grand Popo, et à la hauteur donc de Saboré. Le prêtre qui le conduisait a senti que son souffle n'y était pas, alors qu'il n'était plus, alors qu'il dormait. Et quand il s'est retourné, il a vu que le curé, le prélat était presque, enfin, peut-être agonisant ou au seuil. En tout cas, il était dans un état où il a dû faire demi-tour. Et un contrôle à Ouida, un autre à Cotonou, et a constaté la mort du prélat. Et c'est ainsi que Monseigneur de Souza a rendu l'âme ce samedi 13 mars 1999. Il était aux environs de 13h, 14h ou 11h midi. Un vent violent, une pluie, comment il faut l'appeler, on peut parler d'orageux, donc un vent, l'orage, une pluie, l'orage qui avait accompagné d'une pluie diluvienne, donc des pluies diluviennes, ont accueilli ce départ. Comme on dit chez nous en tradition, on a senti qu'un Iroko est tombé. Mais ce jour, donc c'est au thème de cet orage et de cette pluie qu'on a pris le décès donc, de Monseigneur de Souza. Tout le monde était surpris. Mais bon, finalement, la nouvelle a été confirmée. Et voilà. Ça fait déjà 21 ans. 21 ans déjà. Voilà. Très bien. Voilà. Je pense que Monseigneur de Souza... On se rappelle de tout ce qu'il a fait. Ah ouais, Monseigneur de Souza, évidemment, parce que son départ... dans ces conditions, vous savez, chaque élection garde toujours son lot de soubresauts, de délicatesse, d'attaques et de contre-attaques. En mars 99, on était dans la dynamique donc, de la Sénat, comment manager les équipes de Sénat, la majorité, la minorité, c'était un peu dans cette dynamique. Et la mort de Monseigneur a presque est venu unir un temps soit peu la classe politique. Après, on est allé un peu plus au fond. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est mort 9 ans après la conférence nationale. Et toute l'œuvre qui est la sienne et qui aurait pu... Parce qu'on a connu le Monseigneur de Souza de la conférence nationale.
mais on n'a pas connu Monseigneur de Souza du social, le prélat du social. Et centre de santé, agence de la haute intensité de main-d'œuvre, donc les infrastructures, la dynamique familiale. C'est un homme, un homme porteur de beaucoup d'espoir dans beaucoup de domaines. L'action, son œuvre politique est d'ailleurs énigmatique, anecdotique, parce que ce n'était pas un prélat pour un peu verser dans cette question de politique, mais dans les questions de famille. Et je pense que on lui doit le centre Saint-Luc, par exemple, qui est aujourd'hui quand même un des centres de santé importants à Cotonou, qui relaie et complète royalement les centres publics, et ainsi de suite. On peut citer beaucoup de choses à l'actif de Monseigneur. Je pense qu'il y a des voix plus autorisées et que la mienne pour le dire, mais je pense que c'est un grand monsieur. C'est une image, c'est une figure emblématique du Bénin et de l'histoire de ces 30 dernières années. Je pense qu'au moment où nous fêtons les 60 ans de notre accession à l'indépendance, il y a des gens à marquer, c'est des gens qui ont marqué ce parcours, ces 60 ans de leur charisme, de leur leadership, de leur personnalité, qui ont donné d'eux-mêmes pour que la République se bâtisse dans la paix et dans la cohésion. Je pense que Monseigneur de Souza en fut un et mérite qu'on lui marque un arrêt, qu'on marque cet arrêt en parlant. Donc l'instant qu'on lui consacre vient à propos. Voilà. Donc il se repose tranquillement depuis 21 ans. Sans doute, il regarde ce Bénin qu'il aime tant en se disant qu'aucun médecin ne nous éclabousse et ne nous entraîne dans ces flots. Voilà. Très bien. Merci Agapit Napoléon Aforicain.